Pendant des décennies, les fictions télévisuelles ont reposé sur un principe simple, la constance. De semaine en semaine, d'épisode en épisode, le public allumait sa télévision pour retrouver les mêmes personnages qu'il avait quittés la semaine passée et surtout, les retrouver dans le même état psychologique. C'est une forme de confort, retrouver ce bon vieux Homer Simpson, toujours fidèle à lui-même. Peu importe ce qui lui arrive, il sera toujours le même parce que c'est comme ça qu'on l'aime. Sauf que cette notion de confort a ses limites. Des limites qui privent la fiction télévisuelle d'un énorme potentiel narratif. Qu'est-ce qui différencie un long métrage d'une série télé ? Le temps, évidemment. Là où un film doit se contenter de 2 heures en moyenne pour raconter son histoire, une série a le luxe de la durée. On ne passe pas 2 heures en compagnie des personnages d'une série, on passe des jours, des mois, des années. Ce format narratif serait donc idéal pour étudier les changements psychologiques, l'évolution. Que se passerait-il si une série décidait d'embrasser ce principe? Que se passerait-il si une série se basait sur le concept de transformation? Et si une série nous présentait un personnage principal et le faisait évoluer d'année en année jusqu'à ce que ce dernier change du tout au tout? Mais le public était-il prêt pour ça? Et les chaînes de télé étaient-elles prêtes à financer un tel projet? Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler de Breaking Bad. Mais d'abord, une petite intervention de John Michael. Salut ma gueule, c'est John Michael. Qu'est-ce que j'entends? T'es fan de séries télé? Incroyable! Dans ce cas, j'imagine que t'as vite fait le tour de tes catalogues de streaming préférés, n'est-ce pas, petit stérivore? Et du coup, tu sais même plus quoi te mettre sous la dent. En même temps, bon, si tu binge-watchais un peu moins, mais t'inquiète pas, va, j'ai la solution à ton problème. Ma solution, elle s'appelle NordVPN. NordVPN, c'est avant tout un logiciel de sécurité. Grâce à lui, tu pourras masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données, ce qui te permettra de surfer tout en évitant les dangers d'internet. Car la sécurité, c'est important, ma gueule. Mais revenons-en au sujet principal. Avec NordVPN, tu vas pouvoir te connecter sur un serveur étranger, ce qui veut dire que tu vas pouvoir accéder au catalogue étranger de tes services de streaming préférés. C'est pas de la magie, c'est de la technologie. Et ce qui est génial avec NordVPN, c'est que ces serveurs sont super rapides. Un simple clic et hop, t'es connecté. Et pour charger des contenus en streaming, c'est l'idéal. Pas de lago programme. T'en crois pas tes oreilles, hein? Attends un peu, le meilleur arrive. Parce que j'ai une super offre à te proposer. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans et on t'offre même un mois gratuit. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. T'es pas prêt d'être à court de trucs à regarder, c'est moi qui te le dis. De rien, ma gueule. George Vincent Gilligan Jr., dit Vince Gilligan, est né le 10 février 1967 à Richmond en Virginie. Avec un père cinéphile, le jeune Vince s'est rapidement initié à l'amour du cinéma et des séries télé, regardant bon nombre de classiques à la télé avec ses parents. Ce qui fait que bien vite, Vince se rend compte qu'il ne veut pas se contenter de regarder les films des autres. Il veut créer les siens. Il se lance donc dans l'écriture et la mise en scène, réalisant des courts-métrages en Super 8 dès son plus jeune âge. À 8 ans, il sait d'ores et déjà ce qu'il veut faire quand il sera grand, du cinéma. À 18 ans, il entre à la New York University Film School, dont il ressort diplômé en 89. Il gagne ensuite la Virginia Screenwriting Competition grâce au script Humphreys, une comédie romantique qui sortira en 98 sous le titre Méli-Mélo, avec Drew Barrymore et Luke Wilson en tête d'affiche. Lors de cette compétition, le producteur Mark Johnson figure parmi les membres du jury. Mark Johnson, c'est un producteur assez prolifique qui fut oscarisé pour Rain Man en cette même année 1989. Et il s'avère que Vince Gilligan attire immédiatement la sympathie du producteur, qui le prend sous son aile. Là, la prochaine étape logique pour Gilligan, ce serait de partir à Los Angeles pour conquérir Hollywood. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Il décide de retourner vivre dans sa Virginie natale, où il écrira ses futurs scripts pour le cinéma. Sauf que les années passent, et Gilligan devient paresseux. Isolé, sans collaborateur pour le motiver à travailler et voyant qu'il touche des chèques oscillant entre 20 000 et 40 000 $ par script vendu, Gilligan se laisse vivre. Il se couche à 5 h du mat, se réveille à la tombée de la nuit, écrit un paragraphe par semaine, bref, il est incapable de s'imposer la rigueur nécessaire pour devenir un scénariste accompli. Et dire que c'est une de mes idoles. Sauf qu'au bout d'un moment, il finit par faire les frais de toute cette paresse et cet hédonisme. En effet, plus le temps passe et plus il devient difficile pour lui de vendre ses scripts, ce qui fait qu'il perd son éligibilité à la Writers Guild Insurance et n'a donc plus d'assurance santé. En plus de n'avoir quasiment plus d'argent, accessoirement. Il doit donc trouver un projet qui lui permettra de rebondir. En 1994, il parle à son agent Randa Gomez de cette nouvelle série entre thriller policier et science-fiction dont il vient de tomber amoureux, X-Files. Et il s'avère que Gomez connaît bien son créateur, Chris Carter, car elle est la cousine de sa femme. C'est bien foutu la vie quand même. Et du coup, comme Gomez elle est sympa, elle les met en contact. Pour Gilligan, il s'agit d'une simple rencontre informelle, ce dernier n'ayant pas l'intention de travailler à la télé, préférant le cinéma. Mais pour Chris Carter, c'est un entretien, et Gilligan le réussit. Il lui propose donc d'écrire un épisode en tant que freelance pour la saison 2 de X-Files, un épisode nommé Soft Light. N'ayant strictement aucune expérience dans le domaine de la télé, Gilligan écrit un épisode quasiment infilmable car beaucoup trop ambitieux. Carter se retrouve donc à le peaufiner avec ses scénaristes en tenant compte des réalités budgétaires, et l'épisode finit par être tourné à la fin de l'année 94. Mais malgré ce léger couac, Carter trouve l'expérience concluante, et propose à Gilligan d'intégrer son équipe de scénaristes à temps plein sur la série. Et ça signifie déménager à Los Angeles. Let's go ma gueule! Et Gilligan refuse. Oh. Il refuse car la Virginie c'est toute sa vie. Il y a sa copine et sa maison et il ne se voit donc pas partir ailleurs. Jamais au grand jamais! Mais 6 mois plus tard, un gros projet de long métrage sur lequel il avait travaillé avec acharnement pendant des mois se fait prendre un gros vent de la part des studios. Et étant donné qu'il avait tout misé là-dessus, sa situation devient critique. Après la Virginie, c'est pas si ouf non plus, hein.
Il décide donc de rappeler Chris Carter et de lui demander si sa proposition tient toujours. Par chance, c'est le cas, et il débarque donc à Los Angeles en octobre 95, atterrissant sur ce projet qui allait tout changer pour lui. Il travaillera sur X-Files jusqu'à sa conclusion en 2002, rédigeant 30 épisodes, en réalisant 2 et en devenant même l'un des producteurs exécutifs. Et toutes ces années s'avèreront particulièrement formatrices pour lui. C'était comme un retour à l'école de cinéma. Il observe, apprend ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire. Des leçons qu'il pourra mettre en pratique un jour prochain lorsqu'il sera le showrunner de sa propre série. Mais qu'est-ce que c'est un showrunner? Si la série est un paquebot, le showrunner en est le capitaine. Il fait en sorte de tenir le cap. Car sur une série, il y a énormément d'intervenants différents. Des scénaristes, des réalisateurs, et pour éviter que chaque épisode soit une entité disparate, il est présent pour s'assurer que tout le monde navigue dans la même direction. Il supervise l'écriture, assiste au repérage, est présent pendant le montage, bref, il a son mot à dire sur toutes les étapes importantes. En gros, il est l'équivalent du réalisateur de cinéma, sauf qu'il ne met pas forcément en scène. En 2002, lorsque la série s'arrête, Gilligan rebondit en co-créant son spin-off The Lone Gunman, dont il écrit 6 épisodes. Mais ce spin-off ne rencontre pas le succès espéré et se voit donc annulé au bout d'une seule saison. Pas un rebond d'anthologie pour le Vince. Dépité, un peu perdu, Gilligan se demande que faire à présent. En 2004, toujours sans projet digne d'intérêt à l'horizon, Gilligan discute avec son vieil ami Thomas Schnauz. Schnauz, c'est son plus vieil ami en vérité. Il le connaît depuis la New York University Film School et l'a retrouvé sur X-Files et The Lone Gunman, où il officiait également comme scénariste. Au cours de leur conversation téléphonique, Schnauz évoque cet article qu'il vient de lire dans le New York Times, portant sur un homme qui cuisinait de la méthamphétamine chez lui. Là-dessus, Schnauz déclare qu'il aurait été bien plus malin d'installer son labo dans un camping-car. La discussion suit son cours et les deux hommes en viennent à plaisanter en imaginant leur future reconversion s'ils ne parvenaient pas à trouver de nouveaux boulots à la télé ou au cinéma. Ils se lanceraient dans le trafic de méthamphétamine, écumant les routes dans leur camping-car qui leur servirait de labo mobile et revendant la meth. Je me demande bien comment tout ça va se terminer. Mais ce qui n'était à l'origine qu'une simple blague s'ancre profondément dans l'esprit créatif de Gilligan, se transformant en un véritable eureka. Il le sent au fond de lui, il y a là un personnage fascinant à tirer de cette blagounette. Blagounette? Il y a là un personnage fascinant à tirer de cette grosse marade. Bon allez, on avance. Gilligan s'imagine, lui, l'homme le plus banal du monde, qui n'a jamais rien fait d'illégal de toute sa vie, à l'aube de la quarantaine et de la crise qui va avec, se lancer dans le trafic de méthamphétamine. Mais qu'est-ce qui pourrait bien pousser un homme comme lui à plonger dans cet univers de criminalité? La réponse est vite trouvée, le besoin d'argent. Pendant le reste de la conversation téléphonique, l'idée suit son cours dans la tête de Gilligan. À vrai dire, il n'écoute même plus son interlocuteur. Et lorsqu'il raccroche, il le sent au fond de lui, il dispose d'une base qu'il juge prometteuse pour une série télé. Il continue alors d'y réfléchir et observe le paysage télévisuel d'alors, qu'il trouve trop banal, trop convenu avec ses personnages désespérément constants, condamnés à rester la même version d'eux-mêmes pendant des années et des années, sans complexité psychologique, sans traumatisme, sans dilemmes moraux, sans transformation. Ce concept de transformation le fascine. C'est ça qu'il veut explorer. C'est ça qui constituera la base et la finalité de son récit. Il veut prendre Mr. Chips et le transformer en Scarface. En d'autres termes, il veut prendre un homme bon et discret et le voir évoluer sur 3 saisons jusqu'à le transformer en un véritable caïd. L'objectif avec cette série télé, c'était d'aller à l'encontre de tous les lieux communs du format. Gilligan commence donc à définir les contours de ce personnage qu'il nomme Walter White, professeur de chimie surqualifié qui découvre qu'il est atteint d'un cancer des poumons en phase terminale. Ainsi, pour mettre sa famille à l'abri du besoin lorsqu'il ne sera plus de ce monde, il décide de se lancer dans le trafic de méthamphétamine. Et il apporte à ce personnage toutes ses angoisses du moment, Gilligan étant en pleine crise de la quarantaine et se posant par conséquent 1000 questions sur sa façon de vivre sa vie. Était-il heureux? Avait-il accompli tout ce qu'il avait envie d'accomplir? Aurait-il assez de courage pour le faire avant qu'il ne soit trop tard? Devrait-il sortir de chez lui pour affronter la vie au lieu de la subir? Breaking Bad était né. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Breaking Bad? To break bad, c'est une expression du sud des États-Unis qu'on pourrait traduire par mal tourner ou péter les plombs. En 2005, le script du pilote est prêt. Un pilote, tout le monde sait ce que c'est? Rien à voir avec l'aviation, hein? Bon, j'explique. Le pilote d'une série, c'est l'épisode initial produit dans le but d'attiser l'intérêt de chaînes de télé. Si le pilote est réussi et que la chaîne croit en son potentiel, elle commandera toute une saison. Sinon, il finira probablement dans l'oubli. Son script sous le coude, Gilligan en parle à son producteur et mentor Mark Johnson, et ce dernier en parle à son tour à Melissa Bernstein, qui fut son assistante pendant des années et qui ambitionne désormais de se lancer dans la production de séries télé. Passionnée par ce script et se découvrant de nombreux atomes crochus avec Gilligan, elle s'implique à fond dans le projet et s'avérera être une collaboratrice de premier plan pour ce dernier. C'est ainsi que Gilligan et ses 2 producteurs vont toquer à la porte de Sony Pictures Television pour leur proposer ce projet complètement fou. Oui, parce que c'est un script un peu particulier quand même. Mais pourtant, chez Sony, Jamie Ehrlich et Zach Van Emburg, les dirigeants de la programmation, sont immédiatement séduits par son originalité et son jusqu'au boutisme. Ils débordent d'enthousiasme et veulent ce pilote. Sauf qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des procédures. Avant de lancer la production, il faut la bénédiction du PDG de Sony Entertainment, Michael Linton. Ehrlich et Hamburg lui présentent donc le projet avec panache, faisant part de leur foi inébranlable en Gilligan et en cette idée qui, selon eux, dispose d'un potentiel incroyable. Sauf que face à ce pitch improbable,
rôle, Linton est plus que dubitatif. Un personnage principal quinquagénaire atteint d'un cancer qui se lance dans le trafic de drogue, de son point de vue, il s'agit tout simplement de la pire idée de l'histoire des séries télé. On appelle ça un visionnaire. Mais Erlich et Hamburg, eux, ils y croient dur comme fer et campent sur leur position. Et Linton a beau être le grand chef, ils lui font bien comprendre qu'ils n'accepteront pas de refus de sa part. Ils se font donc licencier. Non, je déconne. Face à leur obstination passionnée et malgré son scepticisme, Linton donne son feu vert et la machine est lancée. Ceci dit, si Sony soutient le projet, il y a tout de même une chose qui gêne le studio. Le titre Breaking Bad. L'expression n'étant pas particulièrement répandue en dehors du sud des États-Unis, tout le monde se demande ce que ça veut dire. Et malgré l'explication de Gilligan, personne n'est convaincu et on lui demande de trouver un autre titre. Ce à quoi Gilligan répond « Oui, pas de problème, on va faire ça. » Ce pas problème réglé, il faut maintenant trouver une chaîne intéressée pour coproduire et diffuser cette future série. C'est ainsi que Gilligan, ses deux producteurs et le duo de chez Sony atterrissent dans les bureaux de TNT et rencontrent deux exécutifs absolument transcendés par le pitch. Et du coup, ils disent non. Ils ont beau adorer ce projet, ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de l'acheter. Trop sombre, trop adulte, trop sujet à controverse. S'ils l'achetaient, ils se feraient immédiatement virer par la chaîne. Dommage. Ils souhaitent néanmoins le meilleur à Gilligan et croisent les doigts pour que le projet trouve preneur. Des bons gaillards, ça. Le lendemain, Gilligan et sa bande se rendent chez HBO et l'accueil est... comment dire ? Tout pourri. Pendant toute la présentation, l'exécutive à qui ils ont affaire baille en regardant sa montre. Elle ne leur donnera jamais de réponse. Mais il y a tout de même une lumière au bout du tunnel. Et c'est pas forcément la mort. La chaîne FX finit par acheter Breaking Bad. Ah! Mais après quelques temps, ils finissent par laisser tomber. Oh! À ce moment-là, la chaîne cherche à toucher un public féminin. Elle prend donc la décision de privilégier Dirt avec Courtney Cox qui, en plus de répondre à cette prérogative, s'avère bien plus vendeuse avec une star en tête d'affiche. Découragé par ce dernier échec, Gilligan envisage de transformer son script de pilote en un long métrage, mais il finit par laisser tomber. Pour lui, c'en était fini de Breaking Bad. Après tout, qu'est-ce qu'il s'imaginait? Cette série était bien trop folle pour trouver preneur. Mais son agent Mark Gordon, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il envoie le script à la chaîne AMC et appelle Gilligan pour lui annoncer une bonne nouvelle. La chaîne est intéressée par les droits de diffusion. Et pour Gilligan, c'est une nouvelle particulièrement surprenante. En vérité, il n'avait jamais envisagé la chaîne AMC qui, de son point de vue, se contentait de diffuser de vieux classiques et des émissions culinaires. Mais la chaîne était alors en plein bouleversement et voulait se lancer dans la production de séries dramatiques. En réalité, il voulait totalement se réinventer et surprendre en pariant sur les séries que personne d'autre n'aurait produit. Une véritable aubaine pour Gilligan. AMC rachète donc le script du pilote à FX et un deal est enfin conclu entre la chaîne et Sony. Ça se mérite. Mais Gilligan, qui a appris à se méfier et ne prend donc rien pour acquis, s'attend à recevoir une liste énorme de changements à apporter à son script. Remplacer le trafic de méthamphétamine par du trafic d'argent contrefait par exemple, chose que les producteurs de TNT lui avaient suggéré. Mais non, chez AMC, on le laisse tranquille. Ils sont très ouverts et partants pour que le pilote soit tourné tel qu'il est écrit, sans en adoucir la violence, ni censurer ses thématiques les plus sensibles. Et en parlant de tourner le pilote, une question se pose très vite, qui allait donc le mettre en scène? Gilligan a bien pensé à quelques réalisateurs potentiels, mais les exécutifs d'AMC ne lui laissent même pas le temps de leur présenter ses candidats et embrayent. Pourquoi pas toi? Gilligan n'en croit pas ses oreilles, c'est bien trop beau pour être vrai. Il sera donc le réalisateur du pilote, restant le garant de sa vision jusqu'au bout. Il y a cependant un petit problème à régler. Breaking Bad est censé prendre place à Riverside en Californie. Sauf que pour Sony, il serait bien plus intéressant d'aller tourner à Albuquerque, ce pour profiter des avantages fiscaux locaux. Et on peut s'en douter, Gilligan est décontenancé par cette requête. Mais les producteurs de chez Sony lui annoncent le bon côté des choses. Ces économies faites sur les taxes locales signifient qu'il aura à sa disposition un budget bien plus confortable. Il doit donc y réfléchir sérieusement. Il se rend vite compte avec tristesse qu'en réalité, son histoire pourrait se dérouler dans n'importe quel état, car le business de la meth est tout simplement omniprésent aux États-Unis. N'ayant pas d'argument défavorable, il accepte le deal et modifie son script en conséquence. Le pilote de Breaking Bad semble enfin sur la bonne voie. Sauf qu'au même moment, Gilligan travaille avec Will Smith sur Hancock, un projet sur lequel il a effectué de nombreuses réécritures. Et lorsque le réalisateur Peter Berg débarque sur le projet, Gilligan lui fait vite savoir qu'il va devoir partir travailler sur sa série, qui est bien évidemment prioritaire à ses yeux. Sauf que le réalisateur tient à le garder dans les parages. Et comme Gilligan, il s'en fiche un peu, il s'en va, ce qui lui vaudra de se prendre un énorme savon de la part du réalisateur au téléphone. Petite merde, je vais détruire ta carrière. Ouais, ça valait le coup. Cette fois, c'était la bonne. Et en décembre 2006, le processus de casting est lancé. En charge de trouver les acteurs parfaits pour donner vie à la galerie de personnages ou en couleur créée par Gilligan, Sherry Thomas et Sharon Bialy, qui se mettent immédiatement en quête du Walter White parfait. Et il s'avère que les deux femmes se mettent rapidement d'accord sur un candidat en particulier qu'elles viennent tout juste d'auditionner pour un autre projet, Bryan Cranston. Elles en parlent immédiatement à Vince Gilligan, qui connaît déjà Cranston. Flashback. En 1998, en pleine production de la saison 6 de X-Files, Vince Gilligan croise la route d'un certain Bryan Cranston lors du tournage de l'épisode Drive qu'il avait lui-même écrit. Impressionné par la performance de l'acteur, il se jura de retravailler avec lui un jour futur. Fin du flashback. Face à cette proposition, Gilligan leur avoue qu'il avait écrit le rôle de Walter White en ayant Cranston en tête. Tout le monde est donc d'accord, il serait parfait dans ce rôle. Tout le monde sauf AMC. Il faut avouer que pour le grand public, Bryan Cranston à l'époque, c'était ça.
Hal, le père complètement barré de Malcolm dans la série éponyme. Un personnage à mourir de rire et taillé sur mesure pour Cranston, qui trouvait là un véritable exutoire pour sa folie créative. Ceci dit, si tout le monde s'accordait à dire que sa performance était brillante, Breaking Bad était une toute autre affaire. On parlait là d'une série dramatique, aux thématiques particulièrement graves. Alors caster le père de Malcolm dans le rôle principal, pour AMC, ce n'était pas une bonne idée. Eux aussi c'est des visionnaires d'ailleurs. Mais Gilligan ne laisse pas tomber. Et pour les convaincre, il leur montre le fameux épisode de X-Files, Drive, dans lequel Cranston incarne un homme détestable et raciste, mais auquel il parvient malgré tout à apporter une dose d'humanité. Dose d'humanité qui fait que l'on se met à ressentir de l'attachement pour ce personnage, presque malgré nous. Une performance de haut vol donc, qui convainc les plus sceptiques. Parce que c'est exactement ce qu'il faut pour Walter. L'objectif, c'est de voir ce personnage empirer de saison en saison. Il faut donc un acteur capable d'attiser notre empathie malgré ses actions les plus répréhensibles. Et ça, c'est un sacré challenge. L'équipe rencontre donc Cranston, qui est immédiatement happé par le script. Il veut incarner Walter White. Mais étant bon acteur, il fait la fine bouche, déclarant qu'il a actuellement une offre financièrement plus intéressante pour une autre série. Une stratégie qui porte ses fruits, puisqu'on le rappelle rapidement pour lui dire qu'il a le rôle et qu'on accepte ses requêtes financières. Pour le reste des personnages, Gilligan veut des acteurs qui n'aient pas l'air de jouer la comédie. Il veut le plus de naturel possible dans leur interprétation. Ils doivent donner vie à des personnes authentiques et donner l'impression qu'on pourrait très bien les croiser dans la rue. Anna Gunn incarnera Skyler, la femme de Walter, et Dean Norris, apparu dans la saison 2 de X-Files, chose dont Gilligan n'avait aucun souvenir, donnera vie à son beau-frère Hank, agent de la DEA que le scénariste a écrit comme le parfait opposé de Walter. Et pour incarner sa femme, Mary, qui est donc la sœur de Skyler, c'est Laura Brent qui hérite du rôle. Concernant Walter Jr., le fils de Walter et Skyler, Gilligan s'est inspiré d'un ami défunt qui comptait énormément pour lui et qui était atteint d'une forme grave de paralysie cérébrale. Le créateur veut donc absolument caster un jeune acteur qui souffre de ce trouble pour garantir la représentation la plus juste possible. Et ils finissent par le trouver en la présence de R.J. Macey, 14 ans. Si le jeune homme est atteint d'un syndrome moins important que son personnage, étant capable de marcher sans béquille, il parvient à convaincre Gilligan qu'il est parfait pour ce rôle. Ne restait plus qu'un personnage, Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, c'est un jeune paumé, ancien élève de Walter qui connaît le business de la meth et va donc faire office de point d'entrée dans cet univers pour son ancien professeur. Il s'agit d'un personnage qui aura son importance de façon très éphémère car Gilligan pense le faire mourir dès la fin de la première saison, une fois sa tâche accomplie au sein de l'histoire. Et c'est Aaron Paul, 26 ans, également apparu dans la série X-Files le temps d'un épisode écrit par Thomas Schnauz, tout se rejoint, qui hérite du rôle. À ce moment-là, Paul était dans une situation précaire. Pour pas dire complètement dans la merde. Sa carrière ne décollait pas et il était sur le point d'abandonner quand il a fini par obtenir le rôle. S'il foire quasiment toutes ses répliques lors de son audition, l'attitude est là, le charisme aussi, bref, Gilligan le trouve parfait. Et c'est ainsi que toute l'équipe part au Nouveau-Mexique pour la production de ce fameux pilote, dont les prises de vue démarrent le 6 mars 2007. Et Gilligan ne regrette absolument pas cette délocalisation. Le Nouveau-Mexique et son désert offrant des paysages sublimes et extrêmement cinématographiques, apportant à la série une portée visuelle dont il n'aurait pu rêver et surtout dont il n'aurait pas pu bénéficier en Californie. En vérité, cet environnement fabuleux lui rappelle ces westerns de Sergio Leone qu'il aime tant. Il décide alors d'approcher Breaking Bad comme un western contemporain. L'aspect visuel est d'ailleurs capital pour Gilligan, qui tourne en pellicule et s'adjoint les services du chef opérateur John Toll, doublement oscarisé en 94 et 95 pour son travail sur Légende d'automne et La Ligne rouge. Pas n'importe qui le garçon. Et cette expérience lui sera fortement utile car Gilligan lui réserve quelques challenges, le plus important concernant un plan en particulier. Dans ce plan, Gilligan souhaite que la caméra donne l'impression de sortir du canon d'un pistolet tenu par Bryan Cranston qu'il tiendrait en joue face à lui. Et ce genre de plan, c'est extrêmement difficile à obtenir sans l'aide d'effets visuels. Toll propose donc cette alternative à Gilligan histoire de gagner du temps, mais le réalisateur insiste. Il demande à son chef opérateur d'essayer de trouver un moyen. Résultat, le jour J, Toll débarque avec un T-Rex. Hein ? Un T-Rex, c'est un objectif spécial qui ressemble à ça et qui va lui permettre de réaliser le plan que Gilligan avait en tête. Pour ça, il va cependant falloir s'assurer que le pistolet tenu par Cranston soit parfaitement stable. Il sera donc fixé sur un support. Et c'est ainsi que le plan de seulement 4 secondes sera obtenu au bout d'1h30 de travail acharné. La profondeur de champ de l'objectif étant très faible, il fallait que la mise au point soit parfaite, passant du canon au visage de Walt de façon millimétrée. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que Gilligan n'avait pas seulement pour ambition de repousser les limites narratives de son format, il voulait aussi le faire du point de vue visuel. Ceci dit, tourner à Albuquerque n'est pas pour autant un paradis. Le problème étant que la ville était loin de disposer des structures nécessaires pour accueillir un tel tournage. Sur place, il n'y a donc pas de studio digne de ce nom, ce qui fait que l'équipe est obligée d'investir un vieil entrepôt désaffecté, sans électricité ni eau courante. C'est là qu'est bâti le décor de la maison de Walt. Et l'équipe a parfois du mal à obtenir des autorisations de tournage au sein de la ville, les locaux étant refroidis par le fait que la série a pour sujet le trafic de meth. Voilà, c'est pas facile tous les jours quoi. Du côté des acteurs, l'alchimie opère immédiatement entre Bryan Cranston et Aaron Paul, qui forment un duo aussi parfait à l'écran qu'à la vie. Il faut dire que Cranston, c'est un joyeux bougre. Professionnel mais débordant d'humour, il fait toujours en sorte que l'ambiance soit légère sur le plateau, contrebalançant avec l'intensité générale des scènes qu'il tourne. Et l'acteur s'approprie complètement le personnage de Walt, qui prend une tournure que n'avait pas envisagé Gilligan. Concernant son aspect physique, Cranston l'imagine avec, je cite, une moustache ridicule et une coupe de cheveux sans personnalité. Il prend également du poids, atteignant les 84 kg, histoire de montrer que son personnage ne prend plus du tout soin de lui. Il choisit même le type de sous-vêtements que Walt doit porter, un slip kangourou du plus bel effet, pas du tout, qui lui rappelle de bons souvenirs. I'm beginning to think that that's what America wants to see.
Le but, c'est de rendre Walter le plus pathétique possible. Un objectif partagé par Gilligan, qui s'est arrangé pour qu'il ait l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. 2 emplois où il n'est pas considéré, une femme en plein milieu d'une grossesse qui n'était pas prévue, un fils atteint de paralysie cérébrale, un cancer des poumons... Ouais, le sort s'acharne. Gilligan se demandera même s'il n'avait pas un petit peu exagéré, mais il était désormais trop tard. Toujours est-il que ce dernier était plus que ravi de son casting, qui apportait l'authenticité requise à sa galerie de personnages. Parmi les membres du casting, on trouve le roumain Marius Stan dans le rôle de Bogdan, le patron autoritaire de la station de lavage où Walter travaille pour arrondir ses fins de mois. Et ce qu'il y a de particulièrement cocasse avec le Stan, c'est qu'il n'est pas qu'acteur, c'est un physicien qui a travaillé à la Direction nationale de l'énergie et de la technologie nucléaire aux États-Unis. C'est pas incroyable? L'authenticité, c'est ce qui guidait chaque décision créative. Par exemple, pour s'assurer que les scènes où Walt et Jesse conçoivent la méthamphétamine soient crédibles, Gilligan avait fait appel à un chimiste des stupes qui s'était filmé en train de cuisiner de la meth et leur avait envoyé la vidéo. Le genre de tuto qu'on ne trouvera pas sur YouTube. Ils avaient également un conseiller sur le plateau pour les guider, et lorsqu'ils ne pouvaient pas répondre à leurs questions, ils s'absentaient pour passer un coup de fil à un interlocuteur anonyme et revenaient avec la réponse. Gilligan sollicite également l'aide des stupes pour une séquence de raid dans un labo de meth, les acteurs incarnant les policiers étant de véritables agents accompagnés de quelques cascadeurs. On fait les choses bien ou on les fait pas. L'un des personnages principaux de ce pilote n'est autre que le fameux camping-car dans lequel Walt et Jesse installent leur labo. L'équipe en achète donc un auprès d'un vieux couple qui avait fait le tour des USA avec. Autant dire que le camping-car, il avait du vécu. Et lors de sa première sortie dans le désert, il se retrouve directement enlisé dans le sable par le coordinateur des cascades Al Goto. Il perdra ensuite son pare-brise lors d'une collision. Bref, ils lui en ont fait voir. Pendant le tournage, Gilligan attrape une grippe carabinée qui atteint son pic lors des prises de vue dans le désert où, malgré la chaleur, il s'emmitoufle dans une parka. Il sera finalement sommé de rentrer chez lui par un pompier venu faire de la figuration, ce qui retardera le tournage de 3 jours. Pendant l'absence de Gilligan, Toll et son équipe restent productifs et partent tourner des plans d'Albuquerque et du désert qui seront utilisés dans le prologue et la bande-annonce. Ils tournent également le fameux plan du pantalon d'après une idée que Gilligan lui a soufflé au téléphone, un plan qu'ils mettront des heures à obtenir étant très perfectionniste. Mais Gilligan sera de retour à temps pour terminer le travail. Et c'est ainsi que le tournage s'achève après quelques semaines de travail, le 21 mars 2007. C'est rapide, c'est la télé. Gilligan rentre donc à Los Angeles et supervise le montage confié à la monteuse Lynn Willingham, une spécialiste des séries télé avec laquelle il avait collaboré sur X-Files. La musique est confiée à Dave Porter qui, malgré une formation classique, se rend vite compte que cette approche musicale ne conviendrait pas à ce projet si singulier. Il utilisera donc toute une palette de sons et d'instruments non traditionnels, apportant une identité musicale forte à ce pilote. Et donc, le pilote de 58 minutes est prêt. Loin d'être des garanties, les pilotes sont avant tout des paris. Autrement dit, rien n'est jamais sûr et tout pourrait s'arrêter dès cette étape si elle ne s'avérait pas concluante. Pour qu'une saison soit commandée, il faut que les studios et chaînes de télé soient convaincus par le potentiel du pilote en question. Et Gilligan, c'est pas le genre à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Autant dire qu'il est déjà particulièrement reconnaissant d'avoir eu la chance de tourner ce pilote dont il est très fier et se dit que dans le meilleur des cas, il constituera une ligne intéressante sur son CV. Il n'imagine pas une seconde voir l'essai se transformer. Car il faut bien l'admettre, ce pilote est particulier. C'est du jamais vu à la télévision et c'est loin, très loin d'être adapté au grand public en quête de divertissement sans conséquence. Et pourtant, si Michael Linton, le PDG de Sony, n'est toujours pas convaincu, Sony et AMC sont emballés et commandent une saison de 9 épisodes. L'équipe part donc boire des coups pour fêter ça. Hop, on se calme, AMC n'a pas du tout l'autorité nécessaire pour commander toute une saison par contre. Oui, je plombe l'ambiance, oui. Et oui, il faut savoir qu'à cette époque, AMC appartenait au groupe Cablevision, et il s'avère qu'ils étaient pas chauds du tout pour lancer une deuxième série après Mad Men, et encore moins cette série chelou. C'est ainsi qu'à l'été 2007, le président d'AMC Charlie Collier, accompagné de Vlad Wolinets, Christina Wayne et Rob Sorcher, des membres importants d'AMC qui croyaient fermement en Breaking Bad, se rendent à Bethpage dans le Long Island pour organiser une projection privée du pilote au président de Cablevision Tom Rutledge. Pendant la projection, l'homme n'a aucune réaction, et à la fin, il se lève, remercie ses collègues et s'en va sans donner de réponse. Sauf qu'il leur faut absolument une réponse, car le deal avec Sony est sur le point d'expirer. Ce sera donc bientôt retour à la case départ pour Breaking Bad, aux grandes dames de Gilligan qui commence à perdre patience. Ni une ni deux, les 4 hommes et femmes se lancent à la poursuite de Rutledge qui s'apprête à prendre l'hélicoptère pour New York. Et contre toute attente, Charlie Collier parvient à s'incruster dans l'hélicoptère et à convaincre Rutledge. Arrivé à New York, il peut enfin annoncer la bonne nouvelle à son équipe ainsi qu'à Gilligan qui n'en croit pas ses oreilles. Mais bien vite, l'incrédulité laisse place à l'anxiété. Qu'allait donc raconter le reste de cette série? Désormais officiellement showrunner, Gilligan doit constituer une équipe de scénaristes pour concevoir les 8 épisodes restants, et il recherche des profils bien spécifiques. Il veut des auteurs ayant un sens aigu de la narration visuelle, ce pour mettre à profit ce qu'il a appris auprès de Chris Carter lors de ses années sur X-Files, à savoir privilégier le visuel au dialogue. Son pilote avait donné le ton, et le reste de la série devrait donc être fidèle à ce qu'il avait mis en place en termes de narration. Sur cette première saison, ils seront donc 3 scénaristes en plus de lui. Il y a Patty Lynn, qui avait travaillé sur Friends et Desperate Housewives, George Mastras, dont le CV comptait également quelques épisodes de séries télé, ainsi que Peter Gould, qui n'avait quant à lui jamais officié sur une série télé auparavant. Au début des années 90, il avait travaillé sur le script du film Double Dragon, avant
avant d'écrire et réaliser la comédie romantique Meeting Daddy en 2000. Pas forcément des chefs-d'œuvre, non. Comme quoi ça veut rien dire. Le petit groupe s'installe autour d'une grande table dans un bureau de Burbank et se met au travail pendant 15 jours. Mais qu'est-ce qui se passe dans la salle des auteurs? Les auteurs réfléchissent, discutent entre eux, bref, se creusent la tête pour trouver les idées les plus intéressantes possibles et élaborer l'histoire de la saison épisode par épisode. Pour mettre en place la structure de chaque épisode, ils utilisent un grand tableau sur lequel ils disposent des cartes, et sur ces cartes sont écrits tous les moments forts de l'épisode en question, toujours structurés en 4 actes précédés d'un teaser. Mais qu'est-ce que c'est un teaser? Le teaser, c'est une chose qui vient justement de Chris Carter. Il s'agit de la séquence d'introduction de chaque épisode juste avant l'apparition du logo. Le teaser est un élément essentiel censé capter l'attention du spectateur. Il fonctionne comme une énigme dont la réponse sera révélée plus tard. Il s'agit d'une promesse faite au spectateur, la promesse que le visionnage va valoir le coup. Lorsque Gilligan se met au travail avec son équipe, il a un mot d'ordre, l'humour. Alors oui, de par ses thèmes, la série sera essentiellement dramatique et souvent très dure. Mais c'est justement pour cette raison qu'il faudra intégrer une bonne dose d'humour noir, pour contrebalancer cet aspect peu engageant. Dans le cas contraire, il est bien conscient qu'il perdrait une partie du public. Et cette leçon-là, il l'a apprise aux dépens de Chris Carter, lorsque ce dernier a créé la série Millennium qui fut annulée au bout de 3 saisons. Et la raison de cette annulation, d'après Gilligan, c'était justement son manque d'humour. Il avait beau avoir personnellement aimé la série, il estimait que sa noirceur omniprésente la rendait beaucoup trop pesante et avait donc joué contre elle. Et dans Breaking Bad, on suit un homme condamné par un cancer qui synthétise de la drogue et côtoie des dealers. Il faut de l'humour pour faire passer ça et ne pas subir le même sort que Millennium. Le challenge étant de trouver un équilibre entre humour et drame, et faire en sorte que ces touches d'humour découlent naturellement des situations et qu'elles ne soient jamais forcées. L'autre challenge auquel doivent faire face Gilligan et ses auteurs, c'est de faire en sorte que l'histoire soit engageante et surprenante dans son déroulement. Et il insiste là-dessus car il réalise bien vite que le moteur narratif de son histoire a une limite. Une limite liée à la motivation de Walter, le besoin d'argent. En effet, une fois que le personnage aura réuni la somme désirée, la série n'aura tout simplement plus de raison d'être. Il réfléchit à diverses raisons pour l'obliger à continuer, envisageant que Walt se fasse voler son argent, mais il a bien conscience qu'un tel retournement serait très artificiel et ne pourrait pas régler leurs problèmes, ne faisant que le remettre à plus tard. Ils finissent donc par trouver autre chose, une chose bien plus intéressante. Il faut que Walt se mente à lui-même. Ce qu'il fait, il ne le fait pas pour sa famille, il le fait pour lui. Et il trouvera toujours une excuse pour continuer. Une fois les histoires des épisodes prêtes, chaque scénariste s'en voit confier un ou plusieurs à rédiger intégralement. Ici, Gilligan écrira les épisodes 2 et 3 et ses collaborateurs se chargeront du reste, toujours en ayant en tête les nombreuses heures de réflexion en salle des auteurs. Ce qui est assez fou à la télé et qui constitue la principale différence avec le cinéma, c'est la rapidité d'exécution. Tout va extrêmement vite. Tout va tellement vite que lorsque le tournage démarre à Albuquerque, seuls 4 scripts sont prêts sur les 8 attendus. Pour vous donner un ordre d'idée, un épisode de Breaking Bad, c'est 8 jours de tournage. Donc va falloir que les scénaristes se bougent le cul. Le casting et l'équipe technique du pilote se retrouvent donc tous à Albuquerque à l'exception du chef opérateur John Toll, remplacé par son ami Reynaldo Villalobos, qui devra être à la hauteur de son prédécesseur. Son prédécesseur doublement oscarisé, je rappelle. Car Gilligan, il tenait à conserver cette identité visuelle mise en place par Toll sur le pilote. Il voulait que sa série ait de la gueule, qu'elle ait le look le plus cinématographique possible. Ses modèles, rien de moins que le parrain et les westerns de John Ford. Il continue donc de tourner sur pellicule 35 mm, n'utilisant le format numérique que pour quelques timelapses venant figurer le temps qui passe dans plusieurs épisodes. Niveau mise en scène, si Gilligan est bien présent sur le plateau malgré des obligations en salle des auteurs, il ne réalisera pas d'autres épisodes lors de cette saison. Il cède en effet la place à Adam Bernstein, Jim McKay, Tricia Brock et Tim Hunter, tous spécialisés dans la série télé. Du côté des acteurs, ces derniers retrouvent leurs personnages avec plaisir, des personnages avec lesquels ils se sentent parfaitement à l'aise. Leurs performances ne laisseront d'ailleurs personne indifférent, l'équipe technique ayant même fini en larmes lors du tournage de l'épisode 5. Cranston continue quant à lui de poser sa marque sur le personnage de Walt, et lorsque la question du crâne rasé se pose, Walt suivant une chimiothérapie, il refuse la prothèse qu'on lui propose, préférant jouer le jeu à fond en se rasant le crâne en direct devant la caméra. Par solidarité, d'autres membres de l'équipe en feront de même, notamment Gilligan. Et c'est Cranston lui-même qui se fera un malin plaisir à raser ses collègues pendant la pause déj. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! Parmi les nouveaux venus au sein du casting, Raymond Cruz, que les fans de Fantastic ont pu voir dans Gremlins 2 et Alien Resurrection. Ici, il incarnera le bad guy de la saison, Tuco Salamanca, baron de la drogue violent et imprévisible. Une espèce de gros taré. Et Raymond Cruz, il n'était pas étranger à cet univers, ayant grandi dans les quartiers chauds de Los Angeles où il avait été témoin de pas mal d'horreurs perpétrées par les gangs locaux. Pour autant, loin de ressembler au personnage de Tuco qu'il allait incarner, Cruz est un introverti qui n'apprécie rien de plus que les lectures en solitaire. Et sinon, il sait éteindre une cigarette sur sa langue. Lorsqu'il signe pour Breaking Bad, il tient déjà un rôle de premier plan dans la série The Closer qui est tournée en même temps. Mais comment qu'il va faire du coup? Eh bah, il va en chier. Il tourne The Closer en semaine, puis prend l'avion pour Albuquerque le vendredi soir et tourne ses scènes le week-end. Il travaille donc 7 jours sur 7, ce qui devient vite épuisant, sachant que le personnage de Tuco est particulièrement explosif et demande par conséquent énormément d'énergie à l'acteur. Ouais, Tuco, c'est une vraie pile électrique. Sur le plateau, ce que Gilligan apprécie le plus, au-delà de constater que le camping-car ne roule plus droit suite à tout ce qu'ils lui ont fait subir 6 mois plus tôt, c'est de voir son casting apporter toute une palette de nuances qu'il n'aurait pu imaginer au premier abord. Un des personnages qui va grandement profiter de cet apport, c'est celui de Hank, incarné par Dean Norris. Si Gilligan l'avait conçu comme un prototype de flic bourrin macho caricatural, ostentatoire et frimeur, il se rend vite compte que Norris dispose d'une sensibilité très forte qu'il serait dommage de ne pas exploiter. Parce que même sous une carapace de gros con, il y a un cœur qui bat.
normalement. Mais celui qui l'impressionne le plus, c'est Aaron Paul qui incarne Jesse, un personnage voué à disparaître en fin de saison. Paul apporte une humanité et un côté particulièrement attachant à Jesse, que Gilligan n'avait pas non plus envisagé en créant ce personnage de jeune dealer paumé. Ses scénaristes sont d'accord avec lui, Paul est incroyable, et lorsqu'il lui demande ce qu'il compte faire du personnage, ils sont outrés lorsqu'il leur révèle le destin funeste qu'il lui réserve en fin de saison. Gilligan avait en réalité un plan bien précis concernant la fin de la saison 1, un plan qui lui était venu en tête lors de l'écriture du pilote. Il voulait que Jesse meure de façon particulièrement choquante, offrant ainsi une fin dramatique à la saison 1, ainsi qu'un moteur narratif intéressant pour la suite, où l'on suivra un Walt vengeur, rongé par la culpabilité et bien décidé à faire payer les assassins de son ancien élève devenu associé. Bref, Gilligan faisait des plans sur la comète. Ainsi, face à cet acteur talentueux et à l'incroyable alchimie qui opère naturellement entre lui et Cranston, Gilligan réalise rapidement le gâchis que cela constituerait s'il condamnait ce personnage, et donc ce duo, dès le début de la série. Il décide donc de sauver Jesse, et c'est ainsi que celui qui n'était à la base qu'un simple outil scénaristique allait devenir le cœur émotionnel de la série. Mais ça, on le sait pas encore. Bref, Gilligan décide donc d'annoncer la bonne nouvelle à son acteur en plein milieu du tournage. Mais s'il pense annoncer une excellente nouvelle, pour Aaron Paul, c'est la douche froide. Un véritable choc. Le showrunner envisageait de tuer son personnage, il n'en savait absolument rien. Choqué, il ne retient rien de l'éloge que lui adresse Gilligan. Tout ce qu'il retient, c'est que contrairement à ce qu'il croyait, son personnage était loin d'être intouchable. Enfin bon, toujours est-il que les plans de Gilligan et ses scénaristes se retrouvent bouleversés. Pendant un temps, il envisage de tuer Hank malgré le talent indéniable de son interprète. En vérité, il tient absolument à ce qu'un des personnages principaux meure dans le final pour inciter le public à répondre présent pour la saison 2. Car Gilligan a peur. Il se trouve rongé par le doute. Il doute que le public s'intéresse à sa série et veut donc frapper un grand coup, quitte à jouer ses meilleures cartes dès la première saison. Ce qui sera assez dommage, vous en conviendrez. Mais l'idée de tuer Hank est finalement abandonnée et ça devient vite la panique dans la salle des auteurs, parce qu'ils ont du mal à trouver une fin qui les satisfasse véritablement. Et le fait que Gilligan soit plus présent sur les plateaux d'Albuquerque que dans la salle des auteurs à Los Angeles ne facilite clairement pas les choses. En effet, Gilligan, comment dire ça de façon élégante? Il a chié dans la colle. Véritable maniaque du contrôle, Gilligan avait tenu à être présent à Albuquerque pour prendre toutes sortes de décisions concernant divers départements. Les costumes, les décors, les repérages, les réunions avec les réalisateurs, des décisions d'importance certes, mais qu'il avait amené à négliger le plus important, les scripts. Et voilà la situation dans laquelle il se trouvait à présent. Dans quelques jours, le tournage de l'épisode 8 allait débuter et le script n'était toujours pas prêt. Les scénaristes se creusaient la tête pour écrire une fin de saison satisfaisante, mais l'absence de Gilligan couplée aux nombreux changements de dernière minute ne les aidait pas le moins du monde. Le showrunner décida donc de les faire venir à Albuquerque où il tenterait de trouver une solution sur les plateaux. Ce qui n'était pas forcément la solution la plus pratique. Gilligan fut alors bien obligé de le reconnaître, sa gestion de la saison 1 s'était avérée calamiteuse et il fonçait droit dans le mur. AMC et Sony ne lui pardonneraient jamais. Et puis, un miracle. Alors que tout espoir semblait perdu, le 5 novembre 2007, la Writers Guild of America annonça une grève des scénaristes qui ne s'achèverait qu'en février 2008. Autrement dit, les 2 derniers épisodes n'étant pas écrits, ils ne seraient donc tout simplement pas tournés. La saison s'achèverait à l'épisode 7. Vous voulez savoir ce que Gilligan et ses scénaristes avaient prévu pour l'épisode 9 à l'origine? Ok, je vais vous le dire, mais c'est bien parce que c'est vous. Comme vous l'avez vu, c'était légèrement confus pour tout le monde. Pendant un temps, ils ont bel et bien envisagé de tuer Hank avant de se raviser. A raison. Mais aux dernières nouvelles, voilà ce qu'ils avaient prévu pour la fin de cet hypothétique épisode 9. La victime de cet épisode final ne serait donc pas Jesse, ni Hank, mais son partenaire de toujours, le lieutenant Steve Gomez. Ce dernier devait en effet se faire tirer dessus par le grand méchant Tuco Salamanca, ce sous les yeux de Walt. Sauf que Gomez allait survivre à sa blessure, et ayant vu que Walt traitait avec Tuco, il était donc au courant du fait que ce dernier est un lien avec le cartel, ce qui aurait constitué un enjeu majeur de la saison 2. Et voilà, vous savez tout, bande de marmelins. Lorsque la grève est annoncée, elle craint un vent de panique pour beaucoup de membres de l'équipe technique, car leur série pourrait bien ne pas s'en relever. Mais pour Gilligan, c'est une véritable bénédiction qui retire pas mal de pression de ses épaules. Quitte à tourner des épisodes dans la panique la plus totale, autant ne pas les tourner du tout. Et c'est ainsi que tout le monde fit ses valises et rentra à Los Angeles. Les 6 épisodes en boîte, il fallait désormais les monter, une étape qui serait partagée entre 3 personnes. Lynn Willingham, qui avait monté le pilote et qui serait en charge des épisodes 2, 4 et 7, Kelly Dixon, qui montrait quant à elle les 3 et 5, et Skip McDonald, chargé du 6. Comment se passe le montage d'une série? Vous faites bien de me le demander, tiens. Eh bien dans un premier temps, les réalisateurs vont superviser le montage de leur épisode de leur côté. Une fois ceci fait, Gilligan reçoit ses premiers montages, on est généralement très satisfait, mais ils partagent cependant tous le même problème, ils sont trop longs. Le job de Gilligan va donc consister à retravailler le montage de chaque épisode pour les raccourcir, afin qu'ils puissent être diffusés par AMC dans les conditions imposées par la chaîne. Oui, parce qu'une fenêtre de diffusion, c'est quelque chose d'assez précis. On rigole pas avec ça. Mais la chaîne AMC ne se montre pas intrusive dans le processus créatif. Le seul point de mésentente concernant le langage assez fleuri des personnages. À base de
b et autres joyeusetés. AMC demande donc à Gilligan de modifier les répliques, remplacer les fucking par des freaking par exemple. Mais cette solution ne convient pas à Gilligan. Il ne veut pas changer leur façon de parler car ça ne sonnerait pas naturel. Un dealer ne dirait pas freaking. AMC se verra donc obligé de censurer les jurons lors de la diffusion télé. Concernant la musique, il y a deux aspects à prendre en compte. D'un côté les compositions originales signées Dave Porter et de l'autre les morceaux préexistants utilisés lors de certains moments clés. Ceux-ci sont sélectionnés par Thomas Golubic, superviseur de la musique. Et les deux artistes ont l'intelligence de ne pas chercher à saturer les épisodes de musique. Au contraire, ils procèdent avec parcimonie et n'utilisent la musique que lorsque cela est nécessaire. De plus, ils font en sorte de ne pas tomber dans le travers qui consiste à se servir de la musique pour guider les émotions du public artificiellement. Car la musique est souvent utilisée dans ce but, comme cache-misère. La séquence n'est pas assez drôle, on balance une musique drôle. La séquence n'est pas assez triste, on balance une musique triste. La séquence n'est pas assez épique, on balance une musique épique. La séquence n'est pas assez mélancolique, on balance une musique mélancolique. La séquence n'est pas assez... Cette façon de faire est en réalité née d'une note reçue de la part de la productrice d'AMC Christina Wayne pendant le montage du pilote. À ce moment-là, Gilligan avait bourré son épisode de musique temporaire et Wayne lui avait alors demandé s'il avait si peu foi en son histoire qu'il se sentait obligé de prendre le public par la main pour lui dire quoi ressentir. Ça c'est fait. Une remarque qui n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Bref, Golubic et Porter s'étaient donc mis d'accord avec Gilligan sur une utilisation très subtile de la musique. Et puis arrive enfin la date fatidique, celle de la diffusion du premier épisode sur AMC. Ils choisissent le 20 janvier 2008, car ce soir-là, c'est la finale de football américain, l'un des événements sportifs les plus suivis aux USA. 40 à 50 millions de spectateurs potentiels seraient donc devant leur télé, et à la fin du match, ils apparaissent sur AMC pour voir le début de Breaking Bad. Sauf que ça s'est mal goupillé. Le match a en effet subi des prolongations, ce qui fait que les 40 à 50 millions de spectateurs potentiels, ils étaient pas là pour le début de l'épisode. Parfois, la vie est une... Ainsi, c'est 1,41 million de spectateurs qui font connaissance avec Walter White ce soir-là. Un score somme toute assez modeste. La bonne nouvelle, c'est que loin de s'effondrer au deuxième épisode, le reste de la saison pourra compter sur un public fidèle, permettant de conserver des audiences stables et finissant sa course le 9 mars 2008 avec 1,5 million de spectateurs. Toujours voir le bon côté des choses. Toujours est-il que malgré des critiques très élogieuses, louant le casting et l'écriture, Breaking Bad n'est pas un phénomène. Enfin, pas encore. Mais les choses prennent une tournure inattendue le 21 septembre 2008 lors de la cérémonie des Emmy Awards où la série est nommée dans 4 catégories. Meilleur réalisateur pour Gilligan, meilleure photographie pour John Toll, meilleur acteur pour Bryan Cranston et meilleur montage pour Lynn Willingham. Et à sa grande surprise, Cranston est sacré meilleur acteur et Lynn Willingham est également récompensé pour son travail sur le pilote. En plus de ça, Gilligan recevra la récompense du meilleur épisode de la part de la Writers Guild of America. Toutes ces distinctions permettent ainsi à la série d'être mise en lumière et donnent confiance à AMC et Sony qui s'apprêtent à lancer la production de la saison 2. Mais attardons-nous un peu sur cette première saison. Un pantalon flotte dans le désert sous un ciel bleu azur, nous offrant un moment hors du temps, solennel, quasi gracieux. Mais bien vite, le chaos survient, prenant la forme d'un camping-car. À son volant, un homme en sous-vêtements portant un masque à gaz. À l'arrière, 2 hommes a priori morts. Dès ses premiers instants, Breaking Bad nous happe dans son univers et instaure ses propres règles. Ce teaser est l'introduction parfaite à cette série pas comme les autres, générant à la fois confusion et curiosité. Confusion car on se trouve au beau milieu d'une situation incompréhensible, et curiosité car très vite, une question se pose. Comment en est-on arrivé là ? Breaking Bad joue énormément là-dessus, le désir de savoir. Contrairement à bon nombre de séries qui suivent un chemin tout tracé, Breaking Bad fait son possible pour sortir des sentiers battus. Rien n'est jamais simple, rien n'est jamais prévisible. Loin de là. Ce qui caractérise Breaking Bad, c'est bien son imprévisibilité. Quand on regarde Breaking Bad, on se pose 1000 questions. Ce n'est pas un visionnage passif, on s'implique. Et pour ça, il faut saluer l'écriture de Gilligan et de son équipe, qui ont pour principe de ne jamais tomber dans la facilité. Les auteurs semblent en effet faire leur possible pour se montrer aussi brillants que leur personnage principal. Car cette saison 1, c'est bien sa saison à lui, Walter White. Là où les suivantes seront plus enclines à se disperser, alternant entre plusieurs points de vue, ici, c'est bien Walt le protagoniste, brillamment incarné par un Bryan Cranston extraordinaire. L'acteur est tellement talentueux qu'il ne suffit que de quelques instants pour oublier son rôle culte de Hal. Ici, on ne voit que Walter White. Walt, c'est un homme effacé, rongé par les regrets, qui se contente d'une vie médiocre de professeur sous-payé alors qu'il était promis à un brillant avenir en tant que chercheur. Tout semble contre lui en vérité, jusqu'à la boîte à gants de sa voiture qui refuse de se fermer. Ses élèves ne le respectent pas plus que le patron de la laverie où il travaille pour arrondir ses fins de mois, son mariage a perdu toute notion de passion, bref, ayant passé sa vie à cumuler les mauvais choix, Walt est désormais complètement passif. Un quotidien des plus pathétiques, dans lequel Gilligan met un point d'honneur à nous immerger, nous permettant de comprendre le pourquoi de ses actions futures les plus répréhensibles. Et puis soudain, cette annonce qui va tout changer. Walt souffre d'un cancer des poumons. Une condamnation à mort? Loin de là. Dès cette annonce, Walt va se révolter. Il va cesser d'avoir peur, oublier ses inhibitions et laisser libre cours à ses pulsions. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce cancer est une invitation à vivre. Gilligan nous avait prévenu, cette série nous parle de changement. Et il le met en place dès le premier épisode, lorsque Walt fait cours à ses élèves. Chemistry is the study of matter, but I prefer to see it as the study of
À travers cette séquence, Breaking Bad nous fait donc une promesse, celle de voir Walter évoluer, passant d'un extrême à un autre. Ce ne sera d'ailleurs pas l'unique fois où le cours de Walt disposera d'une double lecture, parlant de chimie, mais aussi de lui. Mais la chenille ne devient pas un papillon de façon instantanée. Walt devra donc passer par tout un processus de transformation. Car une autre chose qui caractérise bien Breaking Bad, c'est sa focalisation sur les processus. Là où d'autres séries se focalisent plus volontiers sur l'action elle-même et sur son but, le quoi et le pourquoi, Breaking Bad s'attarde sur le comment. Comment se débarrasser d'un corps? Comment intimider le caïd local? Comment doubler sa production de méthamphétamine? Comment pénétrer dans un entrepôt de produits chimiques? Les processus sont au centre de tout. Et il y a aussi les conséquences, car rien n'est laissé au hasard. Rien n'est oublié ou délaissé. Toute action entraînera une réaction. Walt se fait poignarder le mollet, on le verra s'appliquer un pansement dans l'épisode suivant. Ce faisant, une tache de sang apparaîtra sur son pantalon, tache de sang qu'il se verra obligé de nettoyer. Le souci du détail est omniprésent et joue énormément sur l'aspect réaliste de la série. Un aspect qui repose également beaucoup sur les personnages et sur leur propre réaction aux événements. Car bien vite, Walt et son partenaire Jesse doivent faire face à des dilemmes moraux. Dès le deuxième épisode, où Crazy Eight, le dealer qu'il pensait avoir tué, s'avère en vérité bien vivant. Et pour la petite anecdote, Gilligan n'avait pas du tout prévu de faire revenir le personnage de Crazy Eight à l'origine. Mais l'acteur Max Arciniga était tellement adorable et apprécié de l'équipe qu'il a décidé de bâtir l'intrigue des épisodes 2 et 3 autour de lui. La question se pose bien vite pour Walt. Dois-je tuer cet homme et vivre avec cette culpabilité, ou laisser ce dealer s'enfuir et risquer qu'il se venge sur ma famille? Walter se trouve dans une situation qui le dépasse totalement et se montre bien incapable de prendre une décision. Une réaction humaine naturelle qui crée une proximité immédiate avec lui. On a l'impression qu'on réagirait de la même manière que lui face à une telle situation. On s'identifie donc facilement à Walt. Sans forcément être des prix Nobel. Parce que ce qui constitue la grande force de Walt, c'est son intellect. Walt n'est pas un super-héros, ni un homme d'action. Ce n'est donc pas grâce à la force qu'il se sort des pires situations, mais grâce à son intelligence. Et c'est ça qu'on aime. Yes, science! Lorsqu'il se lance dans le monde de la criminalité, Walt est un poisson hors de l'eau, ce qui permet à Gilligan et son équipe de distiller ces touches d'humour noir auxquelles le showrunner tenait tant. Un humour qui parvient toujours à faire mouche. Loin de rivaliser avec Scarface, cet homme maladroit semble totalement inadapté à ce monde de violence, comme le font souvent remarquer les personnages secondaires. Not the personal wall, but you wouldn't know a criminal if he was close enough to check you for a hernia. Some straight like you, giant stick up his ass, all of a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad? Mais pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, il s'avère que Walt dispose en lui de ressources nécessaires pour évoluer dans ce monde et gagner le respect des pires dealers locaux. Et si le changement se fait progressivement, parfois, il opère de façon violente. C'est ce que Walt explique en cours de chimie dans l'épisode 6. Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously. Ici, une fois encore, on ne parle pas seulement du procédé chimique que Walt utilisera pour provoquer une explosion en fin d'épisode, on parle de Walt lui-même, car cette explosion, elle provoque chez lui une transformation. Ainsi, après avoir gagné le respect du dangereux Tuco Salamanca, Walt est un autre homme, Heisenberg, son alter ego criminel. Son cancer, il en fait une force. Se sachant condamné, il dit adieu à la peur, et la perte de ses cheveux, loin de le rendre maladif, le rend plutôt... Badass dad. C'est pas moi qui le dis. Tout ça pour dire que Walter White, c'est un personnage absolument passionnant à suivre et d'une richesse incroyable. Et si Cranston n'a clairement pas volé son Emmy Award, les personnages secondaires ne sont pas un reste pour autant. Tous les acteurs sont excellents, et tous se voient donner une occasion de briller à un moment ou à un autre. Principalement lors de la superbe scène du coussin de parole de l'épisode 5, où Skyler cherche à convaincre Walt de suivre sa chimio. L'écriture et le casting sont d'une telle justesse qu'on a véritablement l'impression d'assister à un débat familial où chacun réagit à sa manière dans ce contexte compliqué. Si Gilligan privilégie la narration visuelle, un grand soin est donc apporté au dialogue qui sonne naturel et juste. Si cette première saison n'a pas le temps de s'attarder sur tous ses personnages secondaires, Hank restant pour le moment au second plan par exemple, Jesse se veut offrir le temps nécessaire pour que l'on s'attache à lui. Dans le pilote, il a tout de l'insupportable petit branleur immature, mais il gagne bien vite en épaisseur dans l'épisode 4, où l'on fait la rencontre de ses parents et de son frère cadet, et où il dévoile une facette bien plus subtile, bienveillante et intelligente. Cela sautera véritablement aux yeux lorsqu'il partira cuisiner de la meth avec son ami Badger dans l'épisode 5, et que la dynamique sera totalement inversée par rapport à celle de l'épisode pilote où Jesse était l'élément perturbateur. Ici, Jesse fera preuve de rigueur et de concentration, tandis que Badger se montrera irréfléchi et inattentif. C'est là qu'on voit à quel point Gilligan s'est montré attentif à ses acteurs, modifiant les personnages en conséquence pour tirer parti de leur talent. La dynamique du duo Walt-Jesse est d'ailleurs parfaite, ces deux personnages que tout oppose se complétant à merveille. On sent en effet une certaine affection et un respect mutuel malgré des tensions omniprésentes qui sont souvent source de moments comiques. Mais dans Breaking Bad, si la comédie est présente, elle ne fait jamais long feu. Une des grandes forces de la série, et qui se confirmera par la suite, c'est sa galerie d'antagonistes. Dans cette première saison, il y en a deux, Crazy Eight et Tuco Salamanca, et tous deux parviennent à s'imposer, chacun à leur manière. Crazy Eight, séquestré par Walt et Jesse, va principalement jouer sur l'affect. À la merci des deux personnages et se sachant condamné, Crazy Eight va retirer son masque
masque de dealer sans pitié pour devenir Domingo, un jeune homme intelligent et raisonnable qui nous fait immédiatement remettre en question la frontière séparant le bien du mal. Tuco fera quant à lui forte impression grâce à l'interprétation explosive et terrifiante de Raymond Cruz, capable de nous mettre en PLS d'un simple regard. Loin d'être aussi malin que Crazy 8, que Walt décrit d'ailleurs comme un businessman raisonnable, Tuco représente la force brute et la violence de ce monde criminel. La violence n'est d'ailleurs jamais mise en scène de façon cool, elle est viscérale et impactante. Concernant l'aspect purement visuel, cette première saison est une réussite. Le pilote est superbement mis en image par John Toll et son successeur Reynaldo Villalobos reprend le flambeau avec un style naturaliste aux couleurs désaturées tout à fait en accord avec l'aspect réaliste et authentique voulu par Gilligan. On trouvera cependant quelques effets de style ici et là dans certaines séquences, notamment celles où Walt et Jesse font la cuisine à base de jump cut, accéléré, ralenti et timelapse. Mais l'on reste malgré tout encore loin des expérimentations visuelles omniprésentes qui se manifesteront dans les saisons suivantes. Parce que cette esthétique chaotique, elle est associée au monde de la criminalité et du trafic de drogue dans lesquels Walt n'a pas encore totalement plongé. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la série ne développe pas son style. Cette saison nous offre en effet quelques plans particulièrement marquants. Les compositions de Dave Porter sont quant à elles en accord avec le ton de la série, de même que les morceaux sélectionnés par Thomas Golubic qui en disent long sur ce qui se trame dans la tête des personnages. Out of Time Man de Mick Harvey, The Hole de Glenn Phillips, Catcher on Train de The Silver Seas, jusqu'à Who's Gonna Save My Soul de Gnarls Barkley qui conclut la saison. Une conclusion qui fonctionne étonnamment bien malgré les soucis de production et le fait que c'était pas du tout pensé comme une conclusion à la base. Loin d'un final en feu d'artifice, l'épisode 7 se conclut sur une note douce amère en accord avec le propos. Who's Gonna Save My Soul Now? La question s'impose alors que Walt et Jesse viennent de voir leur collaborateur Tuco battre à mort un de ses hommes. Le duo s'est engagé sur un chemin où règne la violence, et quoi qu'il fasse, il y aura des dommages collatéraux, et tôt ou tard, ils en subiront les conséquences. Car comme le dit Gilligan lui-même, dans un monde où le chaos est omniprésent, la violence doit avoir des conséquences. Moins abouti que ses successeurs, cette saison 1 accomplit pourtant remarquablement sa mission. Introduire un monde, des personnages et des thématiques au potentiel dramatique fort qui ne demandent qu'à être explorés plus en profondeur. Ce que la suite fera avec brio. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un boulot énorme donc j'espère que le résultat vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux et je vous dis à bientôt. Salut!